Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Merci beaucoup de votre constante fidélité. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Chers téléspectateurs, pour ce plateau, je suis très souvent accompagné des confrères journalistes qui viennent mettre leur grain de sel à cette sauce. Et aussi, souvent, en fonction des sujets du moment, nous faisons appel à des spécialistes. Aujourd'hui, le plateau sera 100% journaliste. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, j'ai Monsieur Moussa Tembini, il est journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour. Bonjour, bonsoir Fadima. Ça va? Oui, ça va. Ça tient? À la malienne. À la file? Ouais, les files d'attente. C'est un petit peu le quotidien actuellement. Oui, très difficile. On essaie de faire avec. Il faut avoir assez de courage, parce que là, c'est que des files, un peu partout. C'est le gros sujet. Actuellement, on va en parler sûrement. Deuxième invité sur ce plateau aussi, qui n'est pas inconnu comme Moussa Tembini, il s'agit de Bourema Soulo. Il est journaliste blogueur. Bourema Soulo, ça va? Ça va très bien, Fadima. Ça tient? Ça tient, ça fait un bail. Un petit bail, on dira. Comment c'est vous? Ça va. Ça va. Avec la situation. Avec, écoute, ça devient un petit peu le quotidien de tout le monde. On se lève le matin en regardant un petit peu son réservoir et puis le soir aussi, on se dit est-ce que ça va tenir pour la journée de demain. Mais bon, on reste quand même très optimiste. La résilience est en train d'atteindre, je crois, son paroxysme, en quelque sorte. C'est pas pour tous, le monde de la résilience. Je pense qu'il y a une imposition aussi pour certaines personnes, il faut le dire clairement. En tout cas, pour ma part, c'est pas de la résilience, c'est une imposition. Voilà. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, les titres aujourd'hui, nous aurons à parler du déplacement du Premier ministre dans la région de Tombouctou. Voilà. Deuxième sujet, nous parlerons évidemment de la pénurie de carburant qui sévit sur le territoire national. Troisième sujet, nous allons venir encore sur la situation énergétique avec l'EDM. Il s'agira aussi de savoir un petit peu que devient le fonds de soutien. Voilà, les Maliens se posent cette question. Dernier sujet et quatrième, il s'agira de la plainte posée par les syndicats des chauffeurs des citernes contre un membre du Conseil national de la transition. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet. Il s'agit du déplacement du Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, dans la région de Tombouctou, en date du 16 octobre 2025. Sous l'eau, on peut en savoir davantage? Merci Fadima, comme vous l'avez dit, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué une visite de travail à Tombouctou le jeudi dernier. Donc il y a tout juste une semaine dans cette partie du pays. Et comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un Premier ministre sous cette transition fasse une visite à Tombouctou. Cette fois-ci, il n'est pas parti pour de la villégiature, il est parti pour une visite de travail, comme je le disais tantôt, puisqu'il a lancé des travaux de modernisation de l'hôpital régional de Tombouctou. Il a aussi profité pour lancer les travaux du projet de valorisation des plaines rizicoles de la région de Tombouctou. Il faut dire quand même que ces plaines rizicoles sont au cœur, en quelque sorte, du développement de la région et sont au cœur des préoccupations, sinon des priorités des autorités de la transition, parce que la valorisation de ces plaines est quand même fait l'objet de beaucoup de réunions et des rencontres entre les autorités. Et il a aussi profité de sa visite à Tombouctou pour rencontrer les notables. Cela avait, à travers la pose de la première pierre du vestibule des autorités et légitimités traditionnelles de la région. Et lors de cette pause, il a dit, cette vestibule,
il souhaite que cette vestibule soit un refuge pour la paix, ou là où on discute que de la paix. Lors de cette visite également, il a réaffirmé le soutien parce qu'il a quand même visité le centre de mise en condition des forces armées maliennes. Il faut dire aussi que cette partie du territoire quand même c'est en avant-garde de la lutte contre le terrorisme et de l'insécurité qui sévit au Mali. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement à une armée aguerrie et opérationnelle, parce que l'armée malienne, on sait quand même que depuis 2012, entre l'enclume et le marteau, fait ce qu'elle peut pour ramener la paix dans ces pays-là. Et il a aussi échangé avec les forces vives de Tombouctou sur la vie de la nation et les préoccupations régionales. Il faut dire que les Tombouctiens ont beaucoup de choses à demander à l'État central, notamment en ce qui concerne les routes, en ce qui concerne la liaison entre le sud et le nord, parce que très souvent, de vue de Bamako, Tombouctou est très loin, mais quand même Tombouctou n'est pas loin, c'est une ville du Mali et il faut que les autorités souvent pensent à cela. Et pour terminer, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a été accompagné de cette visite par deux ministres, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture et celui de la Santé. On ne sait pas, on dit une ministre quand il est femme, mais le ministre de la Santé et du Développement social qui était aussi aux côtés du Premier ministre pour ces travaux, parce que, comme je le disais, les travaux de modernisation de l'hôpital de Tombouctou concernent quand même le ministère de la Santé. Donc, elle avait sa place lors de cette visite. Maintenant, est-ce que ça va changer grand-chose cette visite? Parce qu'on a vu quand même dans les images, les populations étaient massivement sorties pour accueillir le Premier ministre. Ça, c'est quand même une sorte d'espoir qui est là pour la population. Mais est-ce que sur le court terme ou moyen terme, est-ce que ça va changer quelque chose? On espère que ça va changer quelque chose pour la population, comme je le disais tantôt, qui est quand même très éprouvée par la situation qui se passe dans cette partie. Parce que si à Bamako, depuis quelques mois, à peine 2 mois, on sent vraiment la dureté de la vie. Ces gens vivent depuis 2012, voire 2011, cette situation. Donc les gens de Bamako, nous qui sommes ici à Bamako, nous devrons savoir quand même que vraiment on doit leur chanter le Django, le chant qui est pour les guerriers, le chant qui est pour vraiment les patriotes. Et ces gens ont supporté le Mali dans leur cœur. Donc ils ont prouvé par leur accueil au Premier ministre, et on espère que tous les actes posés par le Premier ministre apportent quelque chose de bonheur pour ces populations. D'accord, merci beaucoup Moussa pour cette introduction assez développée, même je dirais. Moussa, votre regard par rapport à ça, et surtout qu'il faut souligner que très prochainement on aura la biennale culturelle et artistique dans cette ville. Oui, effectivement, comme le président Soulou vient de le dire, depuis cette transition, quand même, c'est la première fois que le Premier ministre, quand même, la transition se rend à Tombouctou, même si ça trouvait que son précédent s'est rendu une fois à Gao. Et il était prévu peut-être lors du lancement de la biennale qui se rend à Tombouctou pour le lancement de la biennale. Mais comme vous le savez, cette visite aussi a été placée sous les signes quand même du développement et de la solidarité et du dialogue avec les populations, surtout, sous le vient de dire, il est très important. Il était accompagné quand même du ministre de la Santé, du ministre de l'Agriculture et celui de la Culture. Donc, ce qui explique quand même la visite au niveau des vestibules, puisque le Mali a placé cette année sur le signe de la culture, donc il était fort probable. Et nous avons l'habitude de le dire, la culture quand même, elle transcende les frontières. Et puis la culture peut être quand même un acte de cohésion et de paix sociale. Donc dès son arrivée, comme Souli l'a dit, il a été quand même accueilli par une foule, parce que déjà ça donne l'espoir quand même de voir cette population tant meurtrie qui ont passé toutes ces années, de voir les autorités auprès d'eux, ça renforce vraiment, ça va vraiment les réconforter.
Et puis ce qui m'a un peu retenu aussi, c'est aussi aller quand même tendre une oreille attentive au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc ce qui permet aujourd'hui aussi à ces éléments qui se battent jour et nuit de quand même de les remonter le moral pour qu'ils puissent avoir encore un mental de fer. Donc ça, et si vous voyez la visite, comme Soulou vient de dire, cette visite-là quand même a été sanctionnée par la visite des chantiers, d'extension d'hôpital, comme il a dit, de Tombouctou, qui s'élève à peu près à 3 milliards 600 000 francs. Donc, construit déjà par une entreprise déjà, qui est déjà construit à hauteur de 20%. Et en dehors de ça aussi, je pense que le ministre de l'Agriculture a donné des chiffres qui va aussi permettre vraiment de lutter vraiment aujourd'hui contre cette truc alimentaire, comme sécurité alimentaire, comme on le dit. Donc, je pense que cette visite, encore une fois de plus, ça serait un espoir pour cette population qui est vraiment maîtrisée pendant toutes ces années, qui ont vécu vraiment des guerres et des guerres interminables. Donc, voir aujourd'hui le Premier ministre vraiment de la République à Tombouctou, donc ça va vraiment renaître cet espoir-là. Je pense que cette visite-là serait quand même l'objet aujourd'hui, comme les mêmes l'ont dit, du développement local, comme nous l'avons dit, parce que quand il n'y a pas de développement, c'est très compliqué et pour ces villes-là, surtout de se développer. Donc, avec ces genres de projets, je pense que ça va vraiment aboutir. Vraiment. Merci beaucoup. J'espère que voilà, ça ne serait pas comme des mots, seulement des visites et après, il n'y aura pas des actions qui vont s'assurer comme nous avons l'habitude de le voir. Parce que cette fois-ci, cette visite-là va rentrer dans ce cadre-là pour que vraiment ces populations qui ont reçu le Premier ministre puissent vraiment sentir l'effet vraiment de la visite du Premier ministre après son départ. Merci beaucoup, Moussa. Au-delà de ces travaux voilà, qui ont été annoncés et qui sont quand même assez positifs, quel message, tout de suite, quand vous avez vu l'annonce de cette visite, quel message avez-vous par-dessus tout vous interpelle? Quel message fort? Effectivement, quand on voit cette visite, parce que quand même, pourquoi le Premier ministre? Parce que quand même, on a dit le ministre du Développement social et de la Santé pouvait aller en ce qui concerne son ministère, par exemple l'hôpital concerne son département, et les vestibules, j'avais omis la présence du ministre de la Culture, concerne quand même le ministère de la Culture. Et l'agriculture, ça c'est les plaines rizicoles. Maintenant, le Premier ministre, est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est une façon de montrer à la population de Tombouctou? Parce qu'il faut voir aujourd'hui, Ségou a accueilli combien de fois le Premier ministre? Kao a quand même une fois reçu le Premier ministre. Mopti Bandiangara, pareil. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte en dehors de Kidal, Taoudini et autres, Tombouctou quand même une des grandes villes qui n'avait pas reçu une telle personnalité d'envergure nationale. Donc former une délégation ministérielle conduite par le premier chef de l'administration, je crois que ça paraît être un message très fort pour dire le Mali n'est pas seulement à Bamako, le Mali n'est pas seulement à Ségou, le Mali n'est pas seulement à Sikasso, le Mali c'est aussi Tanzawatienne, le Mali c'est aussi Labezanga, le Mali c'est aussi Tombouctou, Taoudini, Djiré, Bandiagara et tout. Donc quand on voit, comme je dis, l'engouement suscité autour de cette visite, quand on voit les images, on se dit quand même que on a l'impression que c'est une visite présidentielle parce qu'il y avait tellement de foule, il y avait tellement d'engouement, il y avait tellement de joie qu'on voyait. Souvent on peut dire, est-ce que c'était pas payé, est-ce que c'était pas orchestré en quelque sorte par les autorités régionales? Parce que aujourd'hui on est aussi dans une situation où tout le monde veut montrer que je suis aimé dans ma région, parce que les gouverneurs sont aussi considérés comme des présidents des régions, parce que c'est quand même les premiers représentants de l'État à ce niveau-là. Donc est-ce que la foule qu'on a vu dans ces images, est-ce que cette foule a été orchestrée par les autorités, a été poussée à sortir parce qu'on a vu quand même beaucoup de communiqués là-dessus, sortir massivement pour accueillir le Premier ministre, sortir massivement pour accueillir le Premier ministre. Est-ce que la population s'est sortie d'elle-même ou est-ce qu'il y a eu quand même
un échange. Quand je dis échange, parce que souvent on sait que au Mali on a... D'accord. Voilà. Je vois très bien. Voilà, donc maintenant le message qu'on va avoir, parce que vous avez posé des questions sur le message. Si vraiment elle est sortie d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle veut être en diapason avec le gouvernement. Mais si c'est provoqué souvent, c'est ça qui est dangereux. Donc moi, j'ose croire que ça a été... Vous avez déjà la réponse à votre question. Parce que vous dites qu'il y a eu des annonces en demandant à la population de sortir massivement. Merci beaucoup. Ça, c'est le petit côté Dogon sûrement qui ressort. Mais là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec sur ce point parce que toute visite d'une autorité, quand même, il faut la communication pour demander aux populations de sortir. Ça n'a pas commencé par ce Premier ministre, ça a été tout le temps fait au Mali. À chaque fois qu'il y a la visite d'un président ou d'un ministre, mais les autorités régionales se mettent à pied d'eux pour que cette visite-là soit une réussite. Ça, c'est normal. Bon, maintenant, moi, par rapport au message, moi, je vois ça sous autre angle. Parce que là, vous savez, nous sommes dans une situation sécuritaire très difficile. Et la biennale, elle va se tenir à Tombouctou. Donc pour moi, peut-être aujourd'hui, le déplacement du Premier ministre à Tombouctou, c'est lancer un message pour montrer que malgré tout ce que c'est dit, pour la biennale, c'est essayer de rassurer, pour mobiliser les gens, pour participer massivement à ce grand événement qui se passe au Mali, comme c'était le cas de Mopti. Nous l'avons vu au moment où la biennale devait se tenir à Mopti, une biennale qui était aux arrêts pendant plusieurs années. Les gens se demandaient est-ce que la situation sécuritaire va nous permettre de tenir ce biennale-là? Est-ce qu'aujourd'hui les infrastructures sont adéquates pour accueillir ces milliers de personnes qui doivent venir? Et surtout, en dehors de ça, Tombouctou, quand même, c'est une ville qui est reconnue par tout le monde. Donc, faire la susciterait aussi à beaucoup, peut-être, des touristes de pouvoir y aller. Maintenant, pour moi, c'est une phase préparatoire pour la biennale. Dire qu'aujourd'hui, le premier responsable s'est rendu à Tombouctou sans incident, donc ce qui suscite déjà la préparation des mentalités par rapport à cette organisation de la biennale. Moi, c'est sur cet angle que je vois. Puisque vous l'avez dit, c'est bien. Et puis, il faut que, par rapport à ces projets, pour que les gens puissent ajouter du crédit, il faut que le premier responsable soit là pour débuter les travaux. Là, tous ceux qui parleront vont dire, ah bon, vraiment, le Premier ministre était là pour le lancement des travaux. Le Premier ministre, donc, ce qui fait ça, encore, ça appuie du crédit encore dans l'action gouvernementale. Mais pour moi, ce n'est pas fortuit, parce que la biennale doit se tenir, et normalement, l'ouverture de la biennale, le Premier ministre, normalement, dans le programme, le Premier ministre devait être là-bas en défaut que le président s'y rende. Le Premier ministre, qui est quand même le chef du gouvernement, doit se rendre sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une façon de baliser le terrain, montrer aux gens que par tout ce qui se dit sur la question sécuritaire, aujourd'hui, sous l'eau, nous pouvons nous rendre à Tombouctou sans incident. Moi, je pense que c'est le message qu'ils essaient vraiment de plus ou moins de faire ressortir. C'est-à-dire, c'est de rassurer vraiment que cette biennale peut se tenir à Tombouctou sans incident et tous ceux qui veulent peuvent participer sans incident. Moi, c'est ce message que je vois. En un mot, on retient que c'était un message de rassurer la population, de faire comprendre à la population que, voilà, on peut s'y rendre assez facilement. Et surtout, voilà, c'est assez clair par rapport à la biennale qui va être très, très, très prochainement. Et surtout que cette biennale, quand même, elle est une grosse vitrine pour le Mali. Oui, mais on est quand même, c'est pas trop tôt, mais ce que j'ai dit, par exemple, comme vous l'avez dit, dans les visites, effectivement, on fait sortir même des élèves, on fait sortir même tout, ça, je sais. Mais maintenant, ce que j'ai dit, si c'était vraiment la foule qu'on a vue sur les images, on a vu que les gens étaient vraiment en communion. Donc, non, ce que j'ai dit, par exemple, si la population est sortie d'elle-même, c'est ça le message en fait, pour dire que vraiment on soutient les autorités. Et ça c'est la grande question. Voilà, c'est la grande question. On soutient les autorités. Et maintenant, cette question... ça revient avec Moussa. Est-ce que parce que c'est la biennale qui se tient à Tombouctou que la population veut vraiment témoigner sa solidarité et son soutien au gouvernement pour dire que voilà, on vous soutient et parce que cette année la biennale va avoir lieu chez nous et c'est pour cela que nous aussi vraiment, parce que quand même quand la biennale se passe dans une ville, c'est toute une économie qui gravite autour. Les hôtels, les restaurants. Ça peut être question d'interrogation, mais jusque-là, je pense que ça a été assez évident. Je pense que pour les Tombouctoutiens aujourd'hui aussi, ils veulent quand même valoriser leur ville, montrer qu'on a la biennale cette année, on fera tout, on va être en communion avec les autorités et passer le bon message pour que la biennale se tienne.
précédent comme celui de Mopti. Non, et là où je suis d'accord avec Moussa, c'est pour dire que quand on voit dans les images à l'international, voir le Premier ministre dans cette ville, les touristes vont se dire que le Premier ministre y était, malgré, mais quand même, il y a un minimum de sécurité. Et par exemple, on voit quand même dans certaines images, même en dehors de ça, des touristes qui font leur retour à Tombouctou pour visiter cette ville qui est millénaire, comme vous l'avez dit, l'une des plus connues du Mali. Merci beaucoup, messieurs. On va aller avec notre deuxième sujet. Nous risque à ce que le temps nous fasse défaut. Il s'agit de la pénurie de carburant qui vraiment sévit de plein fouet sur tous les territoires, carrément, il faut le dire. Mais Bamako crie, parce que c'est la capitale économique, c'est là où les affaires se font, le plus essentiellement en tout cas. Une situation inédite. Moussa, qu'est-ce qu'on peut entendre de tout cela? Assez rapidement, et surtout l'impact sur la vie des citoyens. Vous savez, l'impact, c'est qu'aujourd'hui, moi je me demandais que s'il y a un synonyme à la souffrance, on peut le dire qu'il est malien. C'est quand même fort. Oui, mais c'est quand même fort. Ce n'est pas fort, mais c'est ce qui se voit, c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous avons souffert ici par rapport à la question énergétique, peut-être que nous allons revenir là-dessus. Les Maliens ont été résilients. Par rapport à toute cette situation sécuritaire, les Maliens ont été résilients. Et aujourd'hui encore, quand vous voyez cette question énergétique, depuis le début, on a décortiqué ces plusieurs fois, nous avons dit qu'il fallait que l'État anticipe sur cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, ce n'est pas seulement l'essence, mais même aujourd'hui, il y a pénurie de gasoil aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement dans la circulation, quand vous circulez... Gasoil, gaz butane, tout. Donc ça veut dire aujourd'hui, tout est aux arrêts. Surtout que les restaurateurs, c'est avec les gaz butane. Mais je vous dis, à Ségou, aujourd'hui, il n'y a pas de pain. Ça fait plus de 2 jours. Les gens n'ont pas de pain à Ségou. Ils n'ont pas d'électricité. Vous prenez à Mopti aujourd'hui, c'est le même cas. Tout ça, parce que l'économie tourne autour de ces liquides inflammables. Et quand nous sommes en guerre, tout ce que nous ne produisons pas, moi je pense que déjà en termes de guerre, il faut prendre des précautions déjà pour tout ce que nous exportons, voir comment nous pouvons stocker au minimum 6 mois, essayer de tenir sur ça. Aujourd'hui, pour avoir du carburant, d'autres sont obligés d'aller faire la queue pendant 2 ou 3 jours. Comme certains internautes le disent, aujourd'hui, chercher du carburant est devenu le premier boulot du Malien. Tu fais 2 jours à chercher du carburant, tu fais 1 jour au boulot. Deuxième jour, tu fais 2 jours encore la queue pour avoir le carburant, ce n'est même pas sûr. Comme j'ai l'habitude de dire, tu fais la queue peut-être de 6 heures ou de 5 heures à minuit, on vient de dire le carburant est fini. Et puis là où tu es, est-ce que tu as même le carburant encore de rentrer chez toi? C'est un problème. Donc je pense que l'État doit vraiment voir sur cet aspect. Et puis là, moi, je me demande aussi, il faut qu'aujourd'hui l'État quand même puisse avoir la possibilité vraiment de prendre cette affaire d'hydrocarbures entre les mains en fait. Que l'État même essaie de s'impliquer dans cette affaire d'hydrocarbures. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, surtout Bamako, vous voyez c'est seulement les stations nationales, par exemple, certaines stations nationales qui ont du carburant. Et ces stations-là seules ne peuvent pas satisfaire le besoin. Vous prenez peut-être dans un quartier, vous voulez qu'il y ait 2 stations qui sont ouvertes. Et là, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la circulation, comme on avait l'habitude de le dire, pendant la circulation, c'était l'embouteillage, mais aujourd'hui, c'est les stations même qui créent l'embouteillage au niveau des circulations, au niveau des choses. Parce que les routes sont coupées. Vous verrez plus de 4-5 fils sur un goudron. Donc, il n'y a pas d'accès. Tu es obligé maintenant de prendre des raccourcis dans des carrés pour entrer chez toi. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour que vraiment cette situation, nous puissions sortir de ça? À un moment, quand la pénurie a commencé, nous avons vu des responsables qui sont sortis à la télé pour dire la pénurie, c'est seulement qui est mauvaise. Et à partir de demain, il y aura une amélioration dans les pompes. Ça a été dit et tout le monde était soulagé. Et là, on tombe dedans encore. Parce qu'il n'y a pas le minimum de sécurité, parce que les stocks qui rentrent ne suffit pas. Donc, le stock qui rentre, avant que autre stock arrive, tu verras que l'ancien est venu. Donc, les gens sont déjà de crise en crise. Et là, c'est là où j'interpelle le gouvernement aussi, par rapport même à la façon dont ils sont en train de gérer cette crise de carburant. Parce que nous sommes en guerre, comme nous l'avons dit. Nous sommes en face des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui n'ont objectif seulement que de nuire. Ça veut dire pour eux, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils veulent atteindre. C'est-à-dire c'est jouer sur la psychose des gens. Et on a des Maliens, comme on l'a dit, par rapport aux opérations, tu verras que quand les citernes passent, c'est des gens qui filment même ces opérations-là d'escorte. En oubliant que,
en disant que voilà, les citernes sont passées à notre niveau, voilà, ils sont escortés par l'armée. Ils oublient que l'ennemi aussi est sur le même réseau que nous. Et ça permet à l'ennemi aussi de prendre une longueur d'avance sur ceux qui escortent. Oui, mais Moussa, ça, on en a déjà assez évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus cruciale, c'est de vraiment voir à l'œil l'impact. Oui, mais l'impact sur le quotidien. L'impact sur le quotidien, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si ces produits qui doivent arriver n'arrivent pas à temps, donc la file va faire que s'empirer. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, sans carburant, comme on l'a dit, l'essence aujourd'hui qui vient s'ajouter le gazole, comment les industries là vont fonctionner? Même la question énergétique dont nous parlons, quel sera son état? Maintenant, même si la vie, même l'impact même sur le quotidien même des Maliens, parce qu'aujourd'hui plusieurs Maliens vivent de jour en jour. Maintenant, comment ces familles vont arriver à survivre à leurs besoins? Parce que les gens passent la nuit, la journée dans les stations sous le soleil. Donc tout ça, c'est très compliqué. Maintenant, c'est pour cela que je dis qu'il faut que l'État essaie de s'impliquer et de reprendre vraiment cette question pétrolière là, pour que vraiment la population puisse sortir vraiment de cette angoisse-là. Maintenant, c'est à la population, comme je l'ai dit, de juger. Et je l'ai dit encore, quand vous cherchez le synonyme de la souffrance, ça je dirais que c'est malien. Parce que ça, ce n'est pas une résilience comme elle nous est imposée et nous sommes obligés de le faire avec. Merci beaucoup, Moussa. Oui. Bon, cette situation nous dépasse et nous, je crois qu'on a fait des alertes, pas que sur ça. Depuis qu'on a commencé à vivre la question de l'énergie, on a dit qu'il faut anticiper sur tous les plans. Et aujourd'hui, on voit que tout est primordial. On voit que tout est vital. On pensait que c'est l'électricité qui était vitale, en oubliant que si on nous coupait le carburant, ça c'était plus vital que l'énergie. Aujourd'hui, qui parle de l'énergie même? Les gens ont presque oublié la question de l'énergie parce que tout le monde est préoccupé à chercher de l'essence, du gasoil, et tout. Et c'est là parce que, pourquoi moi, gouverner, on a toujours dit, gouverner c'est anticiper. Et c'est là, c'est la règle d'or d'un gouvernement. C'est la règle d'or des autorités. Et si ça, cela nous manque, on est un pays, comme on dit, un pays sans littoral. On est un pays continental. On n'a pas de port. Ça, c'est évident. Et quand on n'a pas de port, on doit avoir des stratégies pour avoir des stocks. Comment se fait-il que l'annonce, ce problème a commencé seulement il y a 2 mois. C'est-à-dire début septembre à aujourd'hui. Et on se retrouve bloqué à ce niveau-là. En réalité, c'était quand même un peu prévisible. Hein. Non, mais parce qu'on a vu la stratégie un petit peu depuis avril. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est incroyable. On map aujourd'hui. On a payé l'enseignement, on a payé qui est devenu on map aujourd'hui, qui est là. Quel est son rôle? Si ces tuyaux-là, ces bulles-là qu'on voit là ne servent à rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, ce que je dis, depuis les sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, ces autorités de la transition devraient quand même anticiper sur tous les plans. Dire aujourd'hui quels sont les secteurs sur lesquels on peut nous asphyxier. Par exemple, par des sanctions ou par des opérations comme celle-ci. Des opérations qu'on vit aujourd'hui. Donc, faire l'état de lieu de ces secteurs, et prioriser ces secteurs et nous mettre à l'abri pour au moins peut-être 6 mois minimum, 1 année maximum. Peut-être pas maximum, mais quand même pour 1 année, si c'est possible. Donc, cela allait nous mettre en abri. Aujourd'hui, on parle de carburant. Pénurie de carburant qui va répercuter aujourd'hui, sur tous les autres domaines. Il a parlé de pain. Mais pain, pour que pain, même s'il y a l'électricité, par exemple. Oui, ça c'est connu, ça va sur la santé, l'éducation, parce qu'il y a des enfants, on ne peut pas les emmener à l'école couramment. En tout cas, ça va être. Oui, donc aujourd'hui, regardez seulement la circulation de Bamako. Moussa l'a dit, les stations aujourd'hui sont les lieux d'embouteillage. Mais quand vous dépassez les stations, les rues sont vides.
La personne qui circule, on a l'impression que c'est les jours d'après les fêtes ou les week-ends. Donc ça c'est très inquiétant parce que beaucoup plus on reste à la maison, plus on n'a plus d'économie et plus il y a crise humanitaire qui va venir. Donc moi ce que je dis vraiment pour aujourd'hui, moi je refuse de comprendre, je refuse d'accepter même qu'on n'a pas de carburant à Bamako. Moi la théorie que moi je développe, c'est qu'il y a le carburant, mais on ne sait pas comment de nous livrer. Sinon, on ne peut pas accepter qu'un pays qui est indépendant depuis 1960, qui a fêté ses 65 ans, il n'y a même pas longtemps, ne peut même pas survivre 2 mois dans un secteur vital comme le carburant, vital comme l'électricité, sans importation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Je ne dis pas que c'est la faute aux autorités actuelles. Même si c'est depuis Modibo Keïta, on a manqué cette vision-là. Dans tous les pays au monde où on dépend de quelque chose, il y a un stock qu'on construit, il y a un stock qu'on met de côté pour sécuriser le pays, les populations. Pourquoi chez nous, ça n'arrive pas? Bon, comme Moussa l'a dit, on a connu que la souffrance. Le Malien a toujours connu que la souffrance parce qu'on a toujours regretté nos anciens présidents. Aujourd'hui, quelle est la stratégie? Parce que le problème, il est là, il est posé. La situation, elle est là. Les impacts sur le quotidien de tout le monde, on y voit. Même ceux qui n'ont pas d'engin, qui n'ont pas de moto ni de voiture, sont impactés parce que rien qu'à aller s'approvisionner sur les denrées alimentaires au marché, c'est compliqué parce que ces denrées, ils viennent avec des transporteurs qui les emmènent dans des lieux de vente. Mais aujourd'hui, quelle stratégie? Mais vraiment, dans l'urgence, on ne va pas avoir, on n'a sûrement pas les secrets des dieux à 100%, on a quand même pas mal d'informations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est impératif pour le maintien de la chaîne d'approvisionnement? On a évidemment parlé de l'escorte des citernes. Est-ce que cela seul va suffire? Je ne sais pas. Vous savez, comme on l'a dit, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Et puis, bon, pour l'escorte, moi, je l'ai toujours dit, on peut escorter les denrées alimentaires, on peut escorter et les hommes, mais le problème c'est que ces liquides qu'on escorte là sont des liquides inflammables. Bon, quelqu'un qui est de mauvaise foi, bon, pour lui une escorte, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de très loin de lancer des obus sur des citernes. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment, on peut le faire un bout de temps. Et surtout, nous sommes sur tous les fronts. Nous sommes avec des gens qui sont éparpillés. Pour moi, aujourd'hui, l'urgence, je vais le dire, peut-être d'autres ne vont pas le comprendre, mais pour moi, dans un pays, c'est-à-dire quand nous sommes en guerre et nous arrivons à un certain stade, je pense que les autorités doivent activer des hommes de ressources pour que certains secteurs-là puissent être vraiment comment je sais pas allégés en fait. C'est-à-dire puissent discuter pour que certains secteurs puissent épargner vraiment de cette discussion-là. Parce qu'on peut se retrouver entre nous, vraiment mener des combats, mais il y a certains secteurs-là, essayer de dialoguer avec eux. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez pour que nous puissions épargner ce secteur-là de cette guerre que nous menons. Comme nous le disons, aujourd'hui, les grands puissants qui se battent, arrivé à un moment, ils s'asseyent, ils discutent. Il y a de ces secteurs où ils épargnent, comme on le dit, on peut faire des trêves pour qu'à un certain moment, ce truc-là vital puisse rentrer pour la population. Moi, je pense que parfois, négocier aussi n'est pas une faiblesse, en fait. Négocier, parfois, n'est pas une faiblesse, mais négocier sur quoi? C'est ça le problème. Surtout, comme Soulé l'a dit, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de débouchés sur la mer. Nous sommes dans un pays où nous devons dépendre de l'exportation. Oui, nous sommes sur plusieurs fronts aujourd'hui. Maintenant, cette question de carburant, elle est très vitale. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat? Oui, l'escorte. Mais à chaque fois, il faut que les escortes viennent. À chaque fois, il faut attaquer les convois. Il faut perdre les citernes. Oui. Parce que ces gens aussi jouent sur la piscose. La piscose, c'est quoi? C'est d'attaquer les citernes et faire peur même les transporteurs qui font le transport de ces carburants-là. Donc, maintenant, moi, je pense que l'État a ses moyens. L'État est fort. L'État est capable de tout faire. C'est de mettre le génie malien, chercher des personnes ressources
essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence pour avoir une trêve, pour que vraiment ces stocks-là, les populations-là puissent vivre vraiment en paix. Parce que, il faut le dire, la population malienne, elle est résiliente et elle a toujours été derrière cette agenda. Et moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit, aucun président n'a eu un chèque en blanc, puisque ces autorités de la transition-là, malgré les difficultés, la population a accepté de souffrir. La population a accepté parce que la population a cru vraiment à une indépendance réelle. Même si, je l'ai dit, le Mali elle est indépendant depuis 1960 par contre à ce que les discours... Et puis, moi, ça me rappelle, ça me revient à ce que l'ancien Premier ministre l'a dit. Ça veut dire les discours paternistes, nationalistes, souverainistes peuvent durer qu'un bout de temps. Mais sur le temps, sur la durée, c'est l'économie qui tient. Et quand il n'y a pas l'économie, ça serait très compliqué pour les autorités parce que jusqu'à présent, les gens acceptent de souffrir parce qu'on croit et on pense que ça va passer. Mais jusqu'à quand ces fils interminables, jusqu'à quand et nous allons finir avec ça. Maintenant, quel est le plan? Parce que jusqu'à présent, je m'étonne, le pays est en crise jusqu'à ce niveau. Moi, je n'ai pas vu de communiqué pour le gouvernement jusqu'à présent. Par rapport à ça, c'est vrai que le Premier ministre a fait des rencontres avec le comité des associations pétrolières. Mais est-ce que ces rencontres-là seulement suffisent? Est-ce que ces rencontres-là vont permettre vraiment aux pompes de couler dans nos réservoirs? Non. Maintenant, il faut des actions concrètes sur le terrain pour que les gens puissent vraiment se soulager. Maintenant, quel est maintenant ce plan que le gouvernement est en train de mettre en place, comme je l'ai dit? Peut-être c'est des réflexions jusqu'à présent, comme ils ont eu vraiment cette idéologie d'escorter. Et c'est ce aussi qui me ramène encore à Fadima pour dire que dans un pays, on ne peut pas combattre tout le monde, comme on l'a l'habitude de le dire. Ça veut dire que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Battons-nous pour les intérêts de ce pays. Parce qu'il faut faire très attention. Nous avons insulté la Côte d'Ivoire. Nous avons diabolisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le peu de carburant qui vient, ça vient d'où? C'est pas cela de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les pays n'ont pas d'amis ni d'ennemis, mais les pays ont des intérêts. Donc, cherchons les gens gardés. Essayons vraiment de nous attendre avec nos voisins pour que nous puissions vraiment avoir cette paix-là, comme on l'a dit. Parce que tant que tu es toujours en désaccord avec ton voisin, plus ça dure, plus ton voisin, si tu le traites comme ton ennemi, plus ça devient difficile. Parce que ceux que tu combattes, si eux ils trouvent un accord avec ton voisin, ça veut dire que tu n'auras pas la paix. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État doit déployer les moyens, comme je l'ai dit. On ne sommes pas dans les secrets de l'État. L'État, elle est forte, elle a son appareil. Peut-être elle pourra vraiment utiliser les hommes, ressources, comme nous l'avons dit, pour que nous puissions avoir un terrain d'entente quand même minimum sur ce côté-là, pour que le carburant puisse, puisque ceux-mêmes qui ont imposé cet embargo jusqu'à nouvel ordre, donc ça veut dire qu'ils ont espoir peut-être de discuter sur certaines choses. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'État emploie des personnes ressources qui peuvent vraiment savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que vraiment cette situation puisse se développer. Merci beaucoup, Moussa. Soulo, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, pour sortir vraiment en plan d'urgence d'action rapide, les communiqués? C'est vrai, on a vu le comité interministériel pour la gestion des sinistres et catastrophes et autres. On les voit se rencontrer très souvent. Le plus souvent, on ressort sur un plan de station qui va délivrer de commune à commune. C'est cette communication-là aujourd'hui qui domine. On n'a pas vu les autorités, on n'a pas vu ni le gouverneur de Bamako, rien du tout. C'est carrément assez plat. Est-ce que il ne faut pas tout de suite alléger les souffrances des usagers, on va dire ça comme ça, pour aller très vite? Pour moi, comme solution, les solutions, c'est vrai, ça se discute dans les bureaux, mais la solution de cette crise qu'on vit se trouve sur le terrain, se trouve dans les brousses. Et Moussa l'a dit, à juste titre, que l'État a tous les moyens. Et moi-même, je m'inscris à cela, l'État a tous les moyens. Et si l'État a tous les moyens, l'État doit avoir les moyens de nous trouver, de nous sortir de cette crise-là. Nous, on est journalistes, comme je l'ai dit, on est observateurs, on ne peut que donner des pistes. Et nos pistes, souvent, peuvent apparaître comme des pistes légères, simplistes, mais on sait aussi que nos autorités ne dorment pas parce qu'ils sont là. Leur raison d'être, c'est nous. Et si leur raison d'être, c'est nous, ce qui veut dire qu'ils se battent aujourd'hui pour trouver
les moyens. J'ose croire, c'est ça que je crois. Elles se battent pour trouver la bonne solution. Et la bonne solution, comme on l'a dit, on est entre Maliens. Ce qui impose cette situation insupportable aux Bamakois, aux Maliens, sont des Maliens qui parlent parfaitement notre langue, qui connaissent parfaitement la culture, qui connaissent parfaitement le Mali et les Maliens. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, toutes les rencontres, tous les forats, toutes les conférences, on dit quoi comme résolution? Parmi les résolutions phares, il y a ces mots dialogue qui sortent. Pourquoi on ne l'utilise pas? Moussa l'a dit, aujourd'hui on a affaire avec des gens qui se revendiquent comme des djihadistes, qui se disent, même si dans le terme officiel, des terroristes, mais eux, ils se disent des djihadistes. Et aujourd'hui, l'État a un moyen, a un mécanisme qu'on appelle le Haut Conseil islamique. Pourquoi ne pas s'appuyer sur cela pour aller trouver des solutions? Et quand je dis trouver des solutions, on a vu sous Abdoulaye Idrissa Maïga, quand il y avait problème à Kidal avec IAT, ils avaient mis au niveau de la primature des missions de bons offices dirigées par l'imam Mahmoud Diko. Est-ce que, comme Moussa l'a dit, on n'a pas ces personnes et ressources au Mali qui puissent aujourd'hui d'aller parler à ces gens pour leur dire, vous êtes Maliens, nous sommes Maliens, pourquoi vous nous souffrez, vous nous imposez cette souffrance? Donc tout cela, c'est l'État. L'État va au-delà des personnes. L'État va au-delà du président de la transition. L'État va au-delà de tout cela. Et Ibeka le rappelait chaque fois. Les hommes qui animent l'État aujourd'hui sont passagers, mais l'État est éternel. Donc pour cela, je crois que la solution immédiate, la solution qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les escortes. Les escortes, c'est vrai, c'est une façon l'État est en train de nous montrer, le président de la transition et ses hommes sont en train de nous montrer que l'État s'inquiète aussi, l'État se soucie aussi de la situation. Donc, met tout en œuvre pour que les carburants arrivent à Bamako. Le Premier ministre l'a dit lors d'une de ses déclarations, même si avec cœur, ils vont aller chercher des carburants pour les Maliens. Ils sont en train de faire avec les escortes. Mais on voit que ça a ses limites, parce que ça a un coût. Et aujourd'hui, économiquement parlant, l'État malien est en mesure de supporter tous ces coûts-là, en plus des coûts des opérations qui se passent. Donc, le dialogue, pour moi, reste le seul outil qui est à notre disposition. On nous a parlé d'échange de prisonniers entre ces gens et l'État. On ne sait pas où ça se situe, à quel niveau, parce qu'on nous dit qu'ils avaient proposé une liste. Ça, ce sont des perspectives. Mais exactement. Okay. C'est le dialogue. Mais c'est le dialogue. Aussi, par rapport à le peu qu'il y a, les quelques stations qui sont en train de distribuer difficilement la gestion de cette distribution, parce qu'il y a des fils énormes, il y a un fouillis énorme, on a eu des échos, et je pense que ça, les médias... Il y a des perturbateurs qui sont là aussi. Hein. Oui. Ces perturbateurs n'aident pas le Mali, n'aident pas l'État, n'aident pas les autorités de la transition. Et ça, il faut leur dire clairement, ce sont nos porteurs. Ils se prennent pour des ultra-maliens. C'est vrai, il y a une priorité qu'on leur donne, qu'ils sachent garder cette priorité-là, qu'ils sachent accepter cette priorité qu'on leur donne. Par exemple, dans certaines situations, il y a une pompe qui est réservée uniquement aux porteurs d'uniforme. Mais de là, parce que, pourquoi les gens évoquent ce sujet? Vous allez trouver que la même personne, il fait des va-et-vient. Elle fait des va-et-vient. Tandis qu'il y a certains qui le remarquent, parce que dans les fils là, quand on est vraiment fatigué, quand on est sur les nerfs, on prend tous les détails. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait hier qu'il y a un corbillard qui était venu dans une station. Les gens se sont écartés, pensant qu'il y a un corps qui est dedans. On l'a laissé et il a fait plein. Le corbillard a fait plein. Et le lendemain, le même corbillard, avec le même chauffeur, il revient dans la même station. Les gens ont demandé, ça c'est pas clair. Donc, même les porteurs, c'est comme ça. Il y a beaucoup de... Même aujourd'hui, moi, j'étais dans une situation, personnellement, j'étais dans une situation pour avoir l'accueil. Et je voyais que ça ne bougeait pas. Je suis allé me renseigner. J'ai garé ma voiture dans le rang. J'ai marché presque 1 kilomètre pour aller me renseigner au niveau de la station. On me dit, il n'y a plus d'essence. Les gens sont arrêtés là dans le fil, mais il n'y a pas d'essence. Moi, je dis, comment se fait-il que les gens sont dans le rang, il n'y a pas d'essence? Ils m'ont dit,
hier, il y a des porteurs qui sont venus prendre beaucoup d'essence avec des bidons, des barils et autres là. J'ai amené ça où? Donc vous voyez que c'est des choses où, au lieu de rendre, parce que nous, aujourd'hui, regarde dans certaines situations, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les pompistes qui regardent même les cartes professionnelles des porteurs pour les servir. Parce qu'ils n'ont plus confiance à ces porteurs-là. Donc ça n'aide pas le gouvernement, ça n'aide pas les autorités. Il faut que à ce niveau, l'état-major doit dire quelque chose, parce que j'ai discuté avec certains porteurs qui ne sont pas d'accord avec cette pratique-là. Si on vous donne des priorités, il faut vraiment montrer aux Maliens que voilà le respect que vous nous devez. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et laisser ces Maliens qui passent la nuit devant leur station pour avoir un peu seulement. Par exemple, dans certaines situations, si vous partez faire même 2000 francs, ils vont dire non, on ne dépasse pas 1000 francs. Et imagine que certains quittent depuis des quartiers. Et quand ils retournent avec l'essence de 1000 francs là, c'est fini, ils ne peuvent plus revenir. Donc, on a cette situation aussi à gérer au niveau de l'État pour que les Maliens, ça soulage un peu les Maliens. Parce que si on sort, on enlève aussi cette partie de désordre créée par les porteurs d'uniformes, je crois que le reste, c'est vraiment, on sait que c'est la galère, mais quand on limite ça seulement, on va dire merci quand même à l'état-major. D'accord. Moussa, par rapport à ça, cette organisation, ce cri quand même, parce qu'on a eu beaucoup de retours, on a essayé de réfléchir sur la question et le constat est le même au niveau de toutes les stations et on a même eu des échos comme quoi il y a des stations où il y a eu des affrontements, des agressions par rapport à ça. Parce que les citoyens aujourd'hui se disent on a confiance à nos porteurs d'uniforme, on leur donne une priorité, on les encourage, on va. Mais pour ceux qui ont passé presque 24 heures dans la file et qu'après on voit que ça devient un petit manège, un petit manège entre les porteurs d'uniforme, la personne, des fois c'est même pas sa voiture. On a eu les cas où souvent ce n'est pas sa voiture, il pose un petit képi à l'avant de la voiture pour montrer en signe qu'il est porteur ou pas porteur, on ne sait pas. Mais ça crée beaucoup de confusion et de tension. Dis-moi, vous savez, moi ça me plaît parfois d'aller dans les stations et vivre ce que les Maliens vivent pour pouvoir comprendre. Et à un moment, je me suis dit, bon, pour un Malien, une personne qui vient avec des bidons de 20 litres, 3, 4, 5, 20 litres à une personne, je me dis, bon, toi seul tu viens avec 4 bidons de 20 litres et il y a une file qui est là, qui ne bouge pas parce que pour remplir les 4, 20 litres, ça va permettre à combien de personnes de remplir sa moto, peut-être pour une seule moto de Jakarta qui ne prend que 2 000 ou 3 000 francs. Et quand j'ai vu la décision de l'État pour dire, bon, désormais on ne met plus de carburant dans les bidons, je me dis, voilà une décision sanitaire. Ça va permettre vraiment au fil d'avancer. Mais vous savez, le Malien est comme le caméléon, quoi. À chaque fois que vous prenez une décision, elle s'adapte. Ça, ce n'est pas seulement les porteurs, même nous-mêmes, la population lambda, nous sommes en train de spéculer et par rapport à cette situation. Comment vous pouvez comprendre? Il y a d'autres personnes qui n'ont rien à faire, qui prennent des véhicules, qui viennent, qui font le plein et qui partent vider ces pleins-là dans des bidons en les vendant à 20 000, 25 000 francs. Vous verrez des tricycles, même des motos, comme on le dit, mais ça on le sait, même des motos, aujourd'hui les motos taxis, comme on le dit, et qui circulent, il y a beaucoup qui ont cessé le travail, qui viennent, qui font le plein, qui partent vider ça dans des bidons, et ils vendent ça plus cher, et ils vont faire le rang encore. Mais ça, tout ça, ce n'est pas l'État. C'est vrai, comme tout le monde, moi je l'ai vu au tout début de la crise, quand les porteurs venaient seulement, les gens disent, ah vraiment, laissez la route à ces porteurs-là pour qu'ils puissent prendre du carburant. Ils viennent, ils font le plein. Maintenant, c'est devenu une habitude, puisque c'est une crise, et qu'on y gagne dedans, donc d'autres se sont, pas tout le monde, mais d'autres se sont habitués maintenant, ils viennent avec des bidons, tandis que l'État a interdit de mettre ça dans les bidons. Mais pour les pompistes, ce sont des porteurs, ce sont des, voilà, peut-être ils viennent avec des bidons, peut-être il y a d'autres confrères, il y a d'autres qui n'ont pas de moto, donc on prend ça, on les met ça dans les bidons. Tu verras qu'un seul porteur vient avec 2 ou 3 bidons, il les remplit, ils partent. Et c'est ce qui a été constaté parce qu'ils viennent, ils les remplissent, et ils partent, ils revendent ça à d'autres personnes. Et maintenant, ce sont ces relais-là aussi qui vont dire, ah, j'ai telle personne qui peut te procurer du carburant. Tu le donnes combien? Bon, voilà le deal. Il revient encore, ils font. Alors que d'autres sont en train de passer la nuit pour le seul carburant. Et comme il a dit, nous avons vu le communiqué de NDC qui a dit même il y a un porteur qui a... Même à Ségou. Non, à NDC, qui a agressé un pompiste à Sotiba. Ils étaient obligés de fermer la pompe. À Ségou,
là-bas, les syndicats des pompiers ont fait un communiqué pour dire tout ce désordre-là, c'est les porteurs d'uniforme. Bon, est-ce que dans un pays où nous sommes en crise, où nous n'avons même pas à avoir du carburant, où l'État est en train de fournir des efforts avec des escortes pour que vraiment nous puissions alléger, et c'est en ce moment, nous spéculons, nous profitons même, nous allons dire, de cette situation parce que nous sommes des porteurs. Et moi, c'est ce que je dis, et ça doit amener à réfléchir. Il ne faut pas que désormais, les porteurs d'uniformes viennent se ravitailler au même endroit que nous, les civils. Parce que dans les camps, normalement, ils devaient avoir leur propre dépôt de carburant. Maintenant, pourquoi l'État ne peut pas prendre cette expérience-là, maintenant, au sein de chaque unité, essayer de créer des pompes. Maintenant, s'ils doivent aller spéculer, qu'ils aillent spéculer là-bas. Parce que là, un porteur, un civil, quand il se retrouve, surtout dans ces cas de trucs, ça risque de dégénérer. Hier, à Silakoro et Kalawankoro, Nerakoro, il a fallu que les forces de l'ordre utilisent des gaz et lacrymogènes pour disperser les gens. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que tout simplement, le denrée est rare. Et quand tu as ça, tu es le roi. Donc, moi, je pense que l'État doit organiser à ce que les porteurs d'uniformes, là, même s'ils doivent venir, parce que par finir, c'est ce qui va se passer. Parce que par finir, les gens vont se dire, bon, le fait qu'ils sont en train de spéculer autour de ça, que chacun prend la queue. Donc, ça veut dire cet avantage que la population avait avec ces porteurs-là, mais elle va cesser. Et vous voyez que des fois, c'est des porteurs même qui viennent prendre des motos et aller remplir, venir donner ça à la personne. Moi, personne me l'a dit hier, comme je l'ai dit, hier, moi, je me suis permis de venir au niveau de la station. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un policier qui vient, il est en tenue complète, t-shirt police, avec, voilà, c'est radius, il vient avec des bidons de 20 litres pour remplir. Dès qu'il arrive, la foule dit aux pompistes, si jamais tu le mets du carburant dans le bidon là, nous allons, non, cette tension-là, nous allons nous affronter ici. Alors, le résultat, en gros, et maintenant, vous voyez ce que ça fait. Donc, tout le monde est en train de crier. Le pompiste dit aux policiers tout bonnement, bon, vraiment, je ne pourrais pas mettre ça dans le bidon. Parce que les gens ont cassé la barrière et se dirigent vers la pompe. Ça, c'est une interpellation. Donc, c'est une interpellation pour dire que, aujourd'hui, moi, je pense que l'État doit prendre cette situation-là en main. C'est-à-dire, voir comment gérer cette situation-là. Mais, Fadima, en plus de ça, il faut que, vraiment, les stations les plus connues, les plus, comme je dis, les Oris, les Total, les trucs, il faut que l'État ait vraiment cette politique-là pour approvisionner ces stations-là pour qu'elles puissent fonctionner. Tant que ces stations-là ne fonctionnent pas aujourd'hui, seulement les stations que nous avons, comme nous avons les nationales, ne pourront pas satisfaire les besoins. Et il faut se dire, mais ce sont des gens qui travaillent à la pompe. Aujourd'hui, vous verrez que les pompes commencent à travailler à 9h, 10h pour d'autres et qui descendent à 2h, 3h du matin. Et vous êtes obligé de les attendre jusqu'à 9h. Donc, ce qui fait que la file ne va pas diminuer parce qu'elle va sûrement que ça augmente. Et à chaque fois qu'il y a du carburant, dans un quartier comme sur le Redis, c'est sur les groupes WhatsApp qu'on voit, même malgré l'organisation de la jeunesse, comme le CNJ le faisait, on avait vu, il y avait un programme dans chaque commune, il y avait une liste, on te disait, il y a dans telle commune, dans telle station, il y a de l'essence. Oui. Même ça, ça s'est arrêté parce que le dernier devient rare. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'informent sur des groupes WhatsApp, comme Soulou le dit, j'ai du carburant chez moi, tout le monde court pour aller. Donc, il faut que l'État reprenne en main. Et puis, comme il a dit, il faut que l'État-major s'assume par rapport à ces fauteurs de troubles-là, parce qu'ils n'arrangent ni l'État, ni eux-mêmes l'image de l'armée. Et il faut que ça soit une expérience pour l'État, vraiment, de construire des dépôts qui peut permettre, des dépôts de sécurité qui nous dit, comme on le dit, qui peut permettre de tenir, comme Soulou l'a dit, 6 mois ou plus tard 1 année. Et puis, dans les cas, essayer de voir des stations où vraiment l'armée, ces porteurs-là puissent se ravitailler dans les différentes unités sans pouvoir venir vraiment dans les stations et services. D'accord, merci beaucoup. C'est que ça, en tout cas, c'est que ce n'est pas honorable pour des porteurs d'uniformes qui sont censés montrer l'exemple et dont ils ont une certaine crédibilité sans faille au sein de la population. Avec ce que Moussa vient de dire, ça veut dire que finalement, il perd ce respect. Donc, il faut vraiment que nous tous, on puisse avoir l'œil sur ça. Comme quelqu'un d'autre aimerait le dire, ils sont maliens, ils sont à l'image des maliens, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Donc, oui, mais à la différence, ils portent l'uniforme qui... Ça devrait faire la différence. Non, l'uniforme, ça devrait faire la différence quand même du respect. Voilà. Ça devrait faire la différence.
Quand tu viens en Irfan, on te laisse quand même devant une file d'attente des gens qui ont dormi. Si on te donne le privilège d'aller remplir ta moto, ça c'est quand même un privilège, ça c'est le respect. Mais c'est ce respect-là qui doit pouvoir vraiment conserver. Voilà, ne pas abuser de ce respect-là en fait. D'accord, merci beaucoup. On va aller avec notre prochain dossier, sujet, comme on aime si bien le dire. Il s'agit de la situation énergétique. Elle prévaut depuis maintenant quelques semaines. Nous sommes passés de supposé 19 heures, 12 heures d'électricité sur 24 à 6 heures, voire 4 heures dans certaines localités. Voilà, on a compris pourquoi. Aussi, cette pénurie de carburant y est pour quelque chose. Mais aujourd'hui, on aimerait quand même savoir, les citoyens maliens aimeraient savoir, parce qu'on a eu pas mal d'échos, pas mal de retours des citoyens qui demandent que devient alors le fonds de soutien par rapport à cette crise d'énergie. Oui, vous savez, Fatima, cette crise, on a cessé de parler, comme Essoulo le dit, pour certains même avant de constater ces 12h, 19h, il faut dormir chez toi, parce que les gens passent maintenant toute la nuit dans les stations-service. Mais ça demande à réfléchir. Ça demande à réfléchir. Parce que là, on ne peut pas comprendre. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes facturés doublement sur la question énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont instauré une première taxe qui consistait maintenant à chaque prise de crédit, comme on le dit, une sago. Sur 5 000, on te coupe 125. Même sur la plateforme énergie qu'ils ont créé même leur propre plateforme, Sarali, sur chaque 5 000, on te coupe 125. Les 125, il n'y a aucune communication. On ne sait pas si ça appartient à EDM ou si c'est l'État qui prévoit les 125. Les gens ont vu, on s'est dit, les gens n'ont pas tiré l'attention là-dessus parce que ça n'a pas été communiqué, donc c'est normal. Puisque nous sommes dans un pays, tout ce qui n'est pas normal, c'est ce qui devient normal. Et ce qui est normal, ça devient anormal. Donc, les gens ont gommé ça, c'est passé. Après, on vient nous dire que pour la crise énergétique, nous sommes endettés pour avoir l'énergie, pour avoir le courant. Il faut encore nous taxer sur les achats de crédits, forfaits, transferts. Ça crée beaucoup de bruit. Après, ça s'est calmé pour nous. Au moins, il faut avoir l'électricité. On vient, on était à 6 heures, on vient à 12 heures, 5 heures de coupure, 6 heures de coupure. Les gens disent, ça va, nous avons l'espoir et que je pense que nous allons sortir. On commence à applaudir le DG qui a vraiment félicitations pour ces... Alors qu'on ne devait même pas l'applaudir parce qu'avoir l'électricité, c'est un devoir, c'est un droit. Mais là, l'amélioration, nous l'avons voyez, au moins les 125 ou bien les fonds qu'on nous coupe, ça va aller. Et à moins on chute encore à 12 heures de coupure. On revient au cas de départ. Mais on revient au cas de départ, les fonds qu'on coupe, aucune communication. Nous avons vu un moment, le président est sorti pour dire, voilà les fonds qui ont été recrutés, voilà ce que nous allons donner à EDM pour améliorer l'électricité. Les gens ont dit, voilà, cette fois-ci, il y a un peu de transparence là, voilà, c'est transparent. Mais depuis lors jusqu'à présent, aucun communiqué par rapport au fonds qui est en train d'être prélevé. Maintenant, le fait que moi, on me coupe cet argent pour que je puisse avoir l'électricité. Non seulement je n'ai pas l'électricité, on me coupe doublement. Aucune communication. Maintenant, cet argent-là, elle sert à quoi? C'est ça qu'on doit nous dire maintenant. Est-ce qu'elle sert toujours vraiment à financer cette situation énergétique? Ou bien cet argent-là, elle sert à financer d'autres prérogatives de l'État? Aucun communiqué. Maintenant, si moi je dois payer pour avoir l'électricité, mais si je n'ai pas l'électricité, pourquoi ne pas sursoir à ce fonds de souveraineté là pour le moment? Le temps que, entre guillemets, nous puissions avoir du carburant encore. Parce que jusqu'à présent, parce que cette question d'électricité est liée maintenant à ce problème de carburant, parce qu'avant c'était le problème de carburant, encore et s'accentue. Maintenant, si je n'ai pas d'électricité alors que ce fonds est coupé pour que je puisse avoir l'électricité, je pense que soit le gouvernement sort pour nous dire, voilà les fonds étaient prélevés pour que les gens puissent avoir du courant. Maintenant, vu les nouveaux enjeux et que vraiment des difficultés sont là, économiques et financières comme nous savons, maintenant ces fonds-là aussi vont servir vraiment à financer d'autres projets. On pouvait comprendre. Mais tout bonnement, on est là, soumis, comme je l'ai dit, on est dans un pays anormal. Tout ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est normal au Mali aujourd'hui. Et tout ce qui est normal, c'est ce qui est anormal aujourd'hui. Donc nous sommes obligés de rester comme ça, pour un gouvernement mieux qui ne communique pas. Le pilotage à main libre, ça part de partout. On ne sait même pas dans quoi nous sommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le ministre des Finances
puisque c'est lui qui a initié ce projet-là, doit sortir pour dire aux Maliens, bon, vraiment aujourd'hui, non seulement les fonds qui ont été récoltés, nous sommes à tel niveau. Bon, il était prévu que telle somme aille au niveau de l'énergie. Bon, vu les difficultés, même si ces fonds-là sont là pour le moment, mais quand même qu'on nous explique à quoi nous sommes jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, quand moi je prends des crédits, je vois qu'on me coupe, ça me fait mal en fait, parce que je n'ai pas d'électricité. D'autres personnes, d'après, j'ai un ami qui me dit, lui Lui, parfois, il se demande à quoi même son compteur sert, parce que lui, il sort la nuit, il vient le matin, il n'a pas l'électricité. Au moment où il doit monter sa semence, l'électricité vient. Donc, lui, parfois, il se demande à quoi sert. Et surtout, comme je l'ai dit, maintenant là, je pense qu'il faut ce soir, nous allons passer notre vie maintenant à chercher du carburant dans les stations. On n'a pas besoin de maison ni d'électricité parce que maintenant, c'est le carburant qui compte maintenant. Merci, donc, merci. il faut soit on nous explique à quoi servent ces fonds-là, ou bien on les suspend tout et puis vraiment, le temps vraiment que tout ce brouhaha-là puisse vraiment se stabiliser. C'est ça. Et on a eu la situation du fonds de soutien, notamment 34 milliards et 700 millions. 24 étaient alloués à l'énergie et puis les 10 autres, on n'a pas eu un état même de ces 10 qui sont restés. Déjà, ça, c'était la première question dont les Maliens se posaient. On fait un petit peu le retour des Maliens. Et là, depuis ce premier point en mois de juillet, je crois bien, à maintenant, on n'a aucune situation et pourtant, on n'a aucun résultat. On ne donne pas de retour aux Maliens pour leur dire que les fonds, quoi qu'il en soit, sont alloués à X, Y projet ou activité qui va servir la nation. Moussa, est-ce que vous êtes du même avis un petit peu que Soulo sur cet état de fait de n'avoir aucune réponse quant à savoir que devient le fonds de soutien? C'est le vrai Soulo, est-ce que tu as le même avis que Terminé? Oui, Soulo, est-ce que tu as le même avis que Terminé plutôt? Merci. Bon, je crois que tout le monde sait la culture de gouvernance au Mali, c'est qu'il n'y a pas de cette culture de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas les imputer, enfin, on ne veut pas l'imputer à ces autorités. Mais c'est une culture qui manque à la gouvernance au Mali. Comme vous l'avez dit, depuis juillet, on nous fait un point de 3 mois pour dire, voilà, depuis 3 mois qu'on prélève, on a eu tel nombre. Les Maliens ont applaudi, on dit oui, bon, ça sert à quelque chose. Comme vous l'avez dit, effectivement, le fonds de soutien aux efforts, bon, ils n'ont pas dit exactement où va, comme vous l'avez dit, cet argent, ces fonds, mais quand même, on avait eu quand même écho que ça allait... Une partie partait pour l'énergie, mais le reste, du tout. Exactement, ils n'ont pas dit effort de guerre, pour effort de paix, comme dans d'autres pays, ils n'ont pas mentionné ça, parce que, comme on l'a dit, les Maliens aussi ne sont pas très exigeants par rapport à la redevabilité au retour qu'on fait avec leur argent. Aujourd'hui, imaginez que ces fonds est prélevés à des gens qui sont au village, dans les cases, dans les hameaux, qui ne connaissent ni EDM, ni autre chose. Peut-être que les enfants qui sont dans les villages, dans les grandes villes, les envoient des panneaux et autres là. Même pour ça, et là-bas, ils sont débités des 100 francs. Quand ils doivent faire des opérations, quand on doit les envoyer de l'argent, quand on doit faire des trucs. Donc, tout ça, les Maliens ont accepté, mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, aucune communication sur cet argent. Bon, aujourd'hui, est-ce que même avoir de l'argent signifierait qu'on aura l'électricité, parce que quand même c'est lié avec la situation qui se passe aujourd'hui au niveau de nos frontières et du ravitaillement de Bamako par rapport à tout ce qui est relatif au carburant et la situation de l'EDM, parce que tout simplement ces fonds devaient être utilisés aujourd'hui, parce que quand Bintou Camara était là, on avait souligné que il y avait des centrales qui étaient thermiques, il y avait des centrales qui étaient hydrauliques, il y avait des centrales solaires, par exemple inaugurées à Koro par Ibeka, sont à l'arrêt parce qu'il y a des batteries qui sont soit vétustes, défectueuses,
ou pour les centrales hydrauliques parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et aujourd'hui, on est quand même, on vient de sortir juste de l'hivernage. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas plu au Mali. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de barrages. Les barrages, on a même fait des lancers de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a même ouvert des barrages pour que l'eau puisse partir parce qu'il y avait trop de retenues et que ça allait causer des dégâts. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'au niveau de notre gouvernance, on a l'impression qu'il n'y a pas d'anticipation. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas de crise, c'est qu'on paye, parce que tous nos fonctionnaires, ils ne sont pas 1 million, ils ne sont pas nombreux, ils sont payés par les Maliens. Moi, c'est quelqu'un qui me le disait. Quand on critique aujourd'hui, les gens vous demanderont pourquoi vous critiquez, pourquoi vous ne proposerez pas des solutions. Moi, j'ai demandé ça à un chercheur, un analyste, il me dit non, et ils sont payés pour chercher des solutions. On ne doit pas les proposer des solutions. Ils sont payés par les Maliens pour les trouver des solutions. Donc, s'ils ne peuvent pas trouver des solutions, pourquoi on les paye? Ce n'est pas pour leur beau jouet, ce n'est pas pour leur teint, ce n'est pas pour leur beau nom. Donc, il y a ça en fait, il n'y a pas de redevabilité à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on cultive cette redevabilité de gouvernance, de bonne gouvernance et de bonnes communications pour montrer aux gens, voilà, les prélèvements, même 5 francs, dans les pays dits développés, là, même 5 francs qu'on prélève aux gens, on justifie, on fait des débats. Et aujourd'hui, à ce niveau aussi, on a quand même un ventre mou qu'on a dans de cette transition qui est le CNT. On a l'impression que tous les membres de CNT qui sont au CNT défendent beaucoup plus l'action gouvernementale que faire leur propre job. Leur job consiste à faire quoi? C'est contrôler l'action gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si cette question qu'on se pose sur ce plateau, normalement ça devait être débattu au niveau de CNT. Il devait faire l'appel, il devait convoquer le ministre de l'énergie. Voilà, vous soutirez, parce que moi je peux appeler ça comme soutirer, entre guillemets, parce que je ne suis pas d'accord qu'on me prélève les 100 francs, mais on m'a imposé. Donc on me souture mes 100 francs, mais je ne connais pas où vont mes 100 francs, dans quelle poche ça tombe. On n'a pas dit ça va au niveau du trésor, on n'a pas dit ça va dans telle banque. On ne sait pas où ça part. Si, on dit ça c'est logé à Koulouba. Bon, c'est logé à Koulouba, c'est beaucoup quoi. Koulouba, c'est beaucoup. Auprès du président, c'est voilà, donc ça c'est beaucoup. Donc, le CNT devait faire son travail. Et ça, c'est vraiment le ventre mou qu'on a. Et aujourd'hui, la population lambda, quand on parle, on dit atteindre à ça, atteindre au crédit. Les gens ont peur de parler. Et je crois qu'ils ont plutôt... ils jouent plutôt à l'intimidation pour ne pas avoir des gens qui posent beaucoup de questions, qui raisonnent, qu'ils font faire leur propre job, qui est de mettre le Malien dans son droit, le Malien dans son bien-être. Parce que, comme je le disais tantôt, si le CNT faisait son travail, que ce soit côté énergie, le ministre de l'énergie devait être interrogé sur comment le fonds est utilisé, parce que même les 24 milliards dont on nous parle, on ne sait pas comment l'argent a été rétribué, comment l'argent a été géré. Est-ce qu'ils ont acheté des nouveaux moteurs, des nouveaux groupes électrogènes, comme on le voyait dans le temps, ou est-ce qu'ils ont mis seulement dans les carburants, ou dans quoi est-ce qu'ils ont prévu parce qu'on a parlé aussi des vétustités des installations. Est-ce qu'ils ont eu prévu de renouveler 24 milliards, c'est beaucoup d'argent, hein, renouveler certaines installations. Donc, c'est vraiment le CNT aussi ne fait pas son travail. Les Maliens aussi ne sont pas exigeants par rapport vis-à-vis de leurs gouvernants. Donc, tout cela réuni comme mode de gouvernance. On a cette situation on nous prélève l'argent, on ne sait pas où va l'argent. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que là, moi, je ne suis pas trop d'accord sur aussi certain. C'est quand il dit on ne peut pas imputer cette devoir de révabilité à ce gouvernement, oui. C'est pour cela que nous avons toujours dénoncé ceux qui sont partis. C'était par rapport à ça, il y a beaucoup d'États qu'on les a dénoncés et ils ont montré qu'ils peuvent. C'est-à-dire, quand on parle du Mali, c'est du Mali nouveau. Donc ça veut dire on ne peut pas toujours se référer à l'ancien. Donc ça veut dire celui qui doit faire le nouveau doit montrer l'exemplarité. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent faire, c'est dans l'exemplarité, c'est de créer un Mali nouveau. Donc si vous voulez faire le nouveau, on ne peut pas toujours regretter l'ancien.
Ça, je suis désolé. Donc, c'est-à-dire il faut que cette question de révalabilité là, puisqu'ils avaient dit qu'ils allaient faire le compte rendu, c'était chaque 6 mois, je crois, qu'ils allaient faire, parce qu'au début, c'était chaque 3 mois, après, ils sont revenus à 6 mois, et jusqu'à présent, silence radio. Et là, sur la question énergétique, moi, je l'ai dit, et je le répète, c'est-à-dire, je l'ai dit encore, les pays n'ont pas d'amis, mais ont des intérêts. Si nous avons le courage d'aller chercher le carburant à Abidjan, il faut que nous ayons le courage d'aller chercher l'électricité en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Moussa. On va pas revenir là-dessus. Oui, par rapport aussi à ce qu'il a dit, les tribunes. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de tribunes qui sont défectueuses. Est-ce que ces tribunes ont été réhabilitées pour que nous puissions avoir de courant? Donc, en fait, il s'agit d'avoir un éclaircissement déjà sur ce qui a été entrepris et puis surtout par rapport au fonds de soutien. Il serait assez intéressant d'avoir nettement une transparence par rapport à ce fonds de soutien. Et surtout trouver des solutions idoines pour le bonheur des Maliens. On va aller à notre dernier sujet. Il s'agit de la plainte déposée par les syndicats des chauffeurs contre un membre du Conseil national du CNT. Voilà, plainte déposée sous l'eau. Elle a été déposée au niveau du pôle national. De quoi il s'agit assez rapidement? Bon, comme vous l'avez dit, le monsieur en question a fait des sorties comme à son il s'agit de l'honorable, entre guillemets, Aboubakar Sidiki Fomba, qui est président de la commission santé du CNT. D'ailleurs, on ne le voit pas sur ce chantier, mais il fait des sorties sur d'autres sujets qui ne le concernent pas, qui ne concernent pas sa commission, et on ne comprend pas ce qu'il dit. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le syndicat qui a porté plainte, et que moi, si ce syndicat se rétracte parce que les gens ont demandé pardon ou parce que les gens ont fait, ont fait des interventions, si le syndicat se rétracte ou se retire sa plainte, moi je ne serais pas d'accord avec ce syndicat. La première question est de savoir, est-ce que le syndicat aurait dû aller apporter plainte? Exactement, parce qu'il a fait des accusations qui sont graves, très graves. Il doit prouver que les chauffeurs de citernes sont de connivence avec les terroristes, sont de mauvaise foi. Parce que c'est ça qu'il a dit dans sa vidéo. Vous ne pouvez pas, depuis 2012, ces chauffeurs-là, si Bamako tient, Bamako, moi ce que je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, Bamako n'est qu'un centre de consommation. Bamako ne produit rien, absolument rien. Qu'est-ce qui est produit à Bamako qui puisse suffire au Bamakois? Dites-moi un seul produit qui est produit à Bamako et que ces produits peuvent suffire au Bamakois. Il n'y en a pas. Bamako, c'est un centre de... Donc, la plainte, elle est légitime. Elle est légitime. Merci. Et tous ces chauffeurs-là, depuis toutes ces crises, ils apportent Bamako. Ils fournissent Bamako. Ils ravitaillent Bamako. Et aujourd'hui, dans un salon fêtré, vous venez de dire que ces chauffeurs-là sont ceci, sont cela. Au lieu de leur reconnaître leur bravoure, au lieu de leur reconnaître leur mérite. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord que ce syndicat porte plainte et que ce monsieur doit apporter toutes les preuves qu'il a contre ces chauffeurs, sinon il doit aller en prison, comme tous les autres Maliens. Merci beaucoup, Moussa. Par rapport à cet état, voilà, c'est pas sa première sortie, hein. Il en fait beaucoup. Ça, c'est une particularité qu'il a. Vous savez, en fait, c'était, je vais dire, un grand frère que j'admirais beaucoup lors du début de la transition, que j'appréciais, mais ces derniers temps-là, je vois, il s'exprime sur tout. C'est-à-dire, nous avons des Maliens qui sont spécialistes dans tous les domaines. Vous savez, quand nous sommes en période de crise, surtout quand on est dans une institution, quand on représente l'État, quand vous parlez, ne parlez pas en tant que simple citoyen, peut-être comme moi et sous l'eau. Vous dites que vous êtes dans une institution et que c'est la casquette de cette institution-là qui vous incombe. Donc, tout mot que vous aurez à prononcer à ses répercussions. Vous savez, ce n'est pas sa première fois. Une fois, c'était avec les Malinqués, les Soninké, je peux dire, oui, quand leur langue a été reconnue comme langue au niveau de l'UNESCO. Il a fait cette sortie qui les a vraiment fâchés jusqu'à ce qu'ils ont même voulu porter plainte. Ils sont même allés loin, demandant au président du CNT de le démis de ses fonctions. Aujourd'hui, les membres du CNT doivent être des gens qui doivent contrôler l'action gouvernementale, puisqu'ils sont à la place de l'Assemblée. Mais vous savez aussi le danger de ça, c'est que
quand tu sais que tu n'es pas élu par un peuple, que tu sais que tu es nommé par un décret, et ce stylo qui t'a nommé, si tu essaies de déranger, peut vraiment te donner là. C'est compliqué aussi de faire le boulot. On en a vu des cas déjà. Oui. Vous prenez le cas de Ben Le Cerveau, aujourd'hui, il a été démis. Vous prenez le cas de Issa Kaondim, a été démis tout simplement parce qu'il n'avait pas le même point de vue que le gouvernement en ce temps par rapport à la situation de la CEDEAO. Il a été non seulement pris pour flagrant délit, comme on le dit. Là, les gens même se sont posés, c'est un parlementaire qui est couvert par l'immunité. Et là, je pense que le procureur a été très clair que quand tu es pris par flagrant délit, il n'y a pas d'immunité qui te couvre parce que c'est sur les réseaux sociaux. Il a été emprisonné, après chassé du CNT. Adama Ben Diarra, la même chose, chassé du CNT, aujourd'hui en prison. Bon, maintenant, je pense que cette situation, il se retrouve dans le pétrin. Parce que là, il faut se dire, ceux à qui il a affaire aujourd'hui, ce sont quand même les hommes les plus importants de la nation. Parce que les transporteurs, si eux, ils décident d'aller en grève, là, c'est le pays qui est paralysé. Donc, l'État aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume. Parce que là, si ces chauffeurs-là décident de ne plus transporter du hydrocarbures, dans cette crise, nous sommes là, ça risque d'être difficile. Maintenant, quel mécanisme il faut apporter aujourd'hui? Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, la justice, tout le monde aussi se prononce vers la justice pour regarder parce qu'il n'y a pas de super malien. Maintenant, les syndicats, ils disent que nous, le pardon ne suffit pas. Nous n'avons pas dit qu'il a menti, nous n'avons pas dit qu'il a raison. Qu'il apporte les preuves à la justice. Et là, il se trouve dans le beau drap maintenant. Comment gérer cette affaire-là? Et je pense que c'est ce qui doit donner beaucoup de leçons aux membres qui sont au CNTD. Vraiment, c'est vrai, vous n'êtes pas élu par le peuple, mais vous êtes la représentativité du peuple. Vous prenez les lois au nom du peuple, vous parlez au nom de ce peuple-là. Et dire que vous êtes dans des institutions, vous avez d'autres choses à faire comme truc l'a dit, comme Soulou l'a dit. Moi, je préférais que peut-être quand il y a une loi qui passe aujourd'hui, qu'un membre du CNT sort nous explique à quoi sert cette loi-là, pourquoi cette loi a été prise. Aujourd'hui, un membre du CNT peut sortir, ah bon, voilà la crise qui aujourd'hui est en train d'endeuiller la population aujourd'hui. Interpeller un ministre pour qu'il nous explique aujourd'hui pourquoi cette crise, quelles sont les pistes de solutions. À travers ces questions, il peut se prononcer. Mais des membres des institutions qui deviennent aujourd'hui plus que des vidéomans, à chaque situation, c'est eux qui sortent, qui disent n'importe quoi. Non seulement la population est en train de souffrir. Pour moi, dans une situation où tu ne peux pas apporter vos mieux se taire. Si tu ne peux rien apporter, tais-toi, prends tes millions chaque mois, reste dans ta famille et puis abonne des barras. Parce que nous on est, comme Soulou le dit, c'est-à-dire moi, les gens du CNT, quand je les vois, je n'ai pas de critiques envers eux. Parce que je me dis, chacun cherche à manger. Parce qu'à force de critiquer, une personne a été chassée, comme on le dit, les mamans le disent, quand un taureau rouge tue ton père là, quand tu vois quelqu'un qui a du bonnet rouge qui arrive là, tu vas fuir, tu ne vas pas t'arrêter. En sachant que si tu essaies de faire ton boulot, tu risques d'être parce que tu n'as pas été élu et que ce même décret peut t'abroger au le lendemain. Mais tu es obligé de faire profil bas pour chercher comment nourrir ta famille. Donc ça veut dire, cet exercice que tu as, tu ne peux pas l'amener pleinement. Moi, ça c'est ma vision des faits. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même incarner une certaine corporation. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que arrivé. Moi, je dis, oh non, mais Fadima, aujourd'hui, quelle qu'en soit la situation, moi je pense que les membres du CNT doivent quand même rassurer. C'est-à-dire le minimum, c'est de suivre l'action gouvernementale. Parce que à chaque fois qu'un premier ministre vient, c'est devant ce CNT-là qui part et expliquer son piège, le plan de gouvernement. C'est eux qui donnent le cutis au premier ministre, au gouvernement de travailler. Donc maintenant, pour moi, il faut que... au nom du peuple. Au nom du peuple. Donc pour moi, cette redevabilité, c'est de réappeler ces membres du gouvernement pour dire, bon voilà, le chef d'institution est passé, voilà le plan d'action gouvernementale, voilà les prérogatives qui vous êtes incombées. Il y a des difficultés aujourd'hui parce que nous voyons des difficultés, comme je l'ai dit, parce que pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de gens, quand vous voyez ces fils, ils disent non, voilà ces fils-là, mais ils ont même dit, lui-même, cette même personne a dit que cette pénurie-là, c'est dans la tête des Maliens que ça a été fabriqué et qu'on ne la vit pas. Ouais. Ça a été cette même personne l'a dit. C'est la même personne qui l'a dit. Cette personne l'a dit alors qu'au moment où vous et moi, nous faisons des fils de 23h, 48h pour avoir du carburant. Donc ça fait mal. Donc à ce même moment-là, je pense que ces gens qui incarnent ces institutions-là doivent avoir, des fois, doivent assez raison garder, vraiment compatir avec la souffrance du peuple, comme je l'ai dit. Ce peuple-là, quand vous avez un synonyme de souffrance,
Ça, c'est le Malien. Et donc, vraiment, il faut que cette redevabilité-là, il puisse vraiment la redonner à ce peuple-là pour montrer que vraiment, c'est vrai, les temps sont difficiles, c'est ce que j'ai dit. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la complicité du problème, quand vous parlez aux Maliens, ils comprennent et ils compatissent. Mais malgré ça perdure pour le gouvernement. Parce que pour moi, ce qui m'inquiète, c'est jusqu'à présent, Fadima, c'est comme nous vivons une situation normale. C'est-à-dire, dans ce genre de situation de crise, il faut que l'État puisse communiquer au peuple pour savoir vraiment des messages de résilience. Vraiment, c'est compliqué. Nous sommes en guerre et nous faisons tout aujourd'hui pour approvisionner. Comme il a dit, mon cousin est sorti ici pour dire que même s'il faut aller chercher le carburant avec les cuillères, nous allons aller. Donc ça montre vraiment, comment dirais-je, la compassion vraiment du gouvernement. Ça montre que le gouvernement est vraiment dans le souci vraiment de... Donc ce sont ces messages-là. Mais pendant tout ce temps, rien ne se fait. Ça parle de gauche à droite. Vous voyez sur les réseaux, c'est des gens qui filment des fils. Toujours. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ces gens qui sont dans les institutions là, vraiment, ça, c'est raison gardée. S'ils ne peuvent pas compatir avec la douleur des populations, comme Soule l'a dit, le Bamako est un centre de consommation. On ne produit pas. Et pour que nous puissions produire ici, pour que nous puissions consommer aujourd'hui, il faut que les producteurs puissent produire, il faut que ceux qui acheminent puissent passer. Même la Covid qui vient de finir, mais les chauffeurs là, malgré qu'il y avait l'embargo, mais ce sont eux qui faisaient l'effort pour approvisionner les grandes villes. Aujourd'hui, malgré cette situation, malgré que nous savons qu'ils peuvent mourir, comme on le dit avec les militaires, ils prennent le risque d'aller chercher le carburant malgré cette difficulté-là, parce qu'ils savent qu'ils peuvent laisser leur vie. Mais si parmi tout ça, tous ces efforts se font, quelqu'un vient se permettre pour dire qu'ils sont de convenance avec ceux qui empêchent d'approvisionner, je pense que les mots sont forts. Même s'il a demandé pardon, il fallait réfléchir 1000 fois d'abord avant de parler, parce qu'aujourd'hui l'État se trouve à dos contre ces chauffeurs-là, parce que si ces chauffeurs-là décalent une grève aujourd'hui, ça va débarrasser les difficultés. Fadima n'aura plus de carburant pour venir au bureau. Et quand Fadima n'aura pas de carburant, elle va utiliser son micro. Merci beaucoup. Mais je vais compter évidemment sur vous pour accéder au bureau, Inch'Allah. Alors, en tout cas, affaire à suivre de très très près. Voilà, ça fait aujourd'hui un petit peu de conversation au niveau des grains, des forats et tout, parce que c'est quand même une histoire qui concerne un membre du Conseil national de transition. Cher monsieur, nous sommes à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Voilà. Sous l'eau, histoire de dire au revoir aux téléspectateurs. Au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. On espère qu'on a bien décortiquer, bien analyser la situation sans être exhaustif. Et bonsoir à toute la diaspora qui suit Mandé TV. Merci beaucoup. Moussa, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine et nous osons espérer que peut-être la prochaine fois que nous allons nous retrouver sur ce plateau-là, nous n'aurons plus à décortiquer vraiment tous ces incidents qui se passent et que ce serait... comme on est de mauvais souvenirs, comme j'ai l'habitude de le dire à mes jeunes là, j'ai dit, nos parents ont l'habitude de dire qu'ils ont mangé du mil rouge ici, et nous aussi nous aurons à expliquer à nos petits-enfants, si Dieu nous donne, pour dire, à un moment donné, nous avons dormi dans des stations pour avoir du carburant, nous nous sommes battus pour que vous puissiez avoir ce Mali. Donc nous saluons tous ceux qui nous suivent au Mali comme à l'extérieur, et surtout je ne finis pas sans saluer le jeune Maïga, qui est quand même l'homme de l'ombre, et grâce à lui que nos voix et nos images portent, et surtout à vous aussi, surtout en cette période-là, vraiment mener des débats sur des questions sensibles. C'est un courage. C'est question d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question d'actualité à notre niveau. Il n'y a pas de truc. Voilà. Merci beaucoup, Moussa. C'est pas une déstabilisation, mais en tout cas, je ne m'y attendais pas. Mais bon, en réalité, il faut s'attendre à tout avec Moussa d'ailleurs. C'est un de Mandé TV. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cet entretien brut, comme vous le savez. Et évidemment, on salue la régie qui a assuré cet enregistrement. Restez également sur les pages de Mandé TV. Allez-y les consulter pour voir et revoir nos différentes émissions et programmes. Mandé TV, Reflet du Mali. On se dit à la prochaine.